Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette conférence. Nous allons parler de la problématique du recensement des défibrillateurs pendant 1h30. Aujourd'hui, ces petits appareils sauvent des vies. Personne n'ira dire le contraire. Mais ne pourrait-il pas, en sauver beaucoup plus? Pour être efficace, un défibrillateur doit pouvoir être utilisé dès les premières minutes de l'arrêt cardio-respiratoire. Et c'est justement le problème. Il n'est malheureusement pas toujours possible ou facile d'en trouver un pour assurer une réanimation dans des délais efficaces. Pourquoi cette situation ? Et comment peut-on la faire évoluer? Ce sont les questions auxquelles vont tenter de répondre nos invités. Je passe aux présentations. Nous avons avec nous le docteur Bruno Thomas Lamotte, président de l'association Arlode, association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs. Il nous en présentera les enjeux, les objectifs, ainsi que les obstacles au recensement des défibrillateurs. Avec nous également le docteur Paul Dardel, qui est fondateur et président de l'application AEDMAP, une application destinée à améliorer la localisation des défibrillateurs. Monsieur Christophe Lévesque, directeur général de Schiller France, qui nous présentera la société et nous fera bénéficier de son regard de fabricant-distributeur sur cette problématique. Enfin, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Pierre Mols, responsable des urgences et du SMUR au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Il pourra nous exposer ses réflexions d'observateur extérieur sur le sujet et nous présentera en outre la position des pays nordiques. Voilà. J'invite le premier de nos intervenants, le docteur Bruno Thomas Lamotte. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Secours Expo qui m'a invité pour vous parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Aucun conflit d'intérêt, voilà. Alors, ce que je voulais vous présenter très rapidement au début, c'est 3 cas particuliers. Dans un stade à Mulhouse, un joueur s'effondre, 28 ans. Un spectateur pompier tout de suite commence à faire le massage, demande s'il y a un défibrillateur et il n'y avait pas de défibrillateur. Il demande aux témoins d'aller montrer la voie au secours quand ils allaient arriver et il masse pendant 15 minutes. Le cœur repart, quand le SAMU arrive, le cœur repart, s'arrête à nouveau et le SAMU remet un choc. Et un mois après, eh bien, le sauveteur et ce jeune se sont retrouvés pour serrer la main parce qu'il a pu être récupéré. Quel enseignement tirer de cette histoire? Il y en a 2. C'est qu'il y a toujours aujourd'hui des stades qui ne sont pas équipés de défibrillateurs. Et le deuxième, c'est qu'en France, malheureusement, on n'a pas assez de gens formés à ce métier. Et là, ce jeune a eu la chance d'avoir un sapeur-pompier donc formé qui a pu tout de suite le sauver et commencer le massage cardiaque. Deuxième cas, c'est dans un stade parisien en début d'année dernière, une jeune fille s'effondre. Le professeur c'était l'heure d'un cours d'EPS, le professeur commence le massage, demande d'aller chercher un défibrillateur et le défibrillateur est apporté, ne délivre pas de choc, il ne marche pas. On va en chercher un second dans un stade voisin qui délivre le choc. Les pompiers arrivent 11 minutes après, ce qui est un temps correct pour Paris et habituel, mais malheureusement la jeune fille va décéder la semaine suivante à l'hôpital. Quel enseignement en tirer? Un problème qui est général, c'est l'air sensé, mais il faudrait surtout qu'il marche. Et malheureusement, en France, nous avons énormément de défibrillateurs pour lesquels il n'y a pas de maintenance, on pourra en parler aussi. Le troisième cas, je ne vais pas vous montrer toutes les diapos, parce que c'est mon ami le docteur Louis Soula du SAMU de l'Indre qui me les a envoyés. Lui, quand tu lui demandes un cas intéressant, il en envoie d'un coup 15, 16, 17. Alors là, c'est simplement
À Châtillon, donc c'est quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, c'est un homme de 50 ans. Et cet homme de 50 ans, la famille prévient, le SAMU est prévenu à 11h50, engage tout de suite les secouristes. Et c'est une particularité qu'on a, c'est qu'ils ont souvent en campagne des médecins correspondants de SAMU. Donc ils préviennent le médecin de correspondant de SAMU. Je passe sur le logiciel qui permet de le trouver. Il arrive à 12h10. Choc, les secours arrivent encore plus tard. Le SMUR, je vous passe les électros. Et finalement, il ira, après avoir été bien sûr récupéré, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, sur le plateau de cardiologie interventionnelle de Tours, où on lui mettra un stent pour une occlusion de son interventriculaire antérieur. Bon, qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est d'abord tout de suite un massage parfait par la famille, je ne l'ai pas dit, mais c'est la famille qui l'a fait. Et ensuite, l'utilisation du défibrillateur. Quel enseignement tirer? Dans la vraie vie, les délais sont longs. Là, il y a eu 20 minutes, c'est très long de massage, avant l'arrivée du médecin correspondant de SAMU. 26 minutes pour les pompiers et 36 minutes pour le SMUR. Cela veut dire quoi? Si ça a si bien marché, c'est qu'une chaîne de survie, ça se prépare pas au dernier moment. Alors les arrêts cardiaques, je vous donne quelques chiffres, il y a 2 diapos, sur 48 000 arrêts cardiaques, c'est ceux qui sont tirés du registre électronique des arrêts cardiaques, qui est donc REAC. Les données importantes, il y a un témoin 3 fois sur 4. La RCP est commencée par le témoin dans seulement 37% des cas. Le SAMU donne des conseils par téléphone dans 20% des cas. Et point important, et on rentre directement dans la discussion, c'est qu'il y a un défibrillateur apporté par un témoin dans uniquement 10% des cas. C'est-à-dire que dans 9 cas sur 10, les témoins n'apportent pas un défibrillateur. Pourquoi? Il y a différentes raisons, on y reviendra. Et point bien connu, 3/4 des arrêts cardiaques arrivent à domicile. Alors je vous donne des chiffres qui sont les derniers que j'ai eus. C'est le taux de survie à 30 jours et qui montre pourquoi il y a une importance. Quand il n'y a pas de défibrillateur, taux de survie à 30 jours, 5%. Quand il y a la présence d'un défibrillateur, qu'il ait délivré un choc ou pas, mais ça veut dire sûrement que si on a amené un défibrillateur, c'est des gens mieux formés qui préviennent les secours plus tôt et qui agissent et qui font le massage et peut-être mieux. Eh bien là, on a 13,4%. Et quand on a DAE, délivrance d'un choc, et bien sûr avant massage, 35,9%. Cela veut dire que quand on travaille bien, eh bien, on a les mêmes taux de survie que les États-Unis quand on parle du casino de Las Vegas, etc. Donc, on peut mieux faire. Alors, pourquoi on ne fait pas mieux? Il y a plein de raisons. Parce qu'en fait, on ne sait pas où sont les défibrillateurs la plupart du temps, donc on ne va pas les chercher. Et c'est un des points sur lesquels nous, on travaille. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité par les députés en octobre. Il y a 3 points principaux. La sécurité, c'est définir les établissements recevant du public qui doivent en avoir. La deuxième, c'est une maintenance, enfin une maintenance des appareils. Et le troisième, c'est qu'il y ait une base de données nationale, ce que nous, on demande depuis longtemps. Et on a toujours dit à la Direction générale de la santé qu'on était prêt à travailler là-dessus. Eh bien, le problème, c'est que cette loi, malheureusement, va aller dans les poubelles de l'histoire parce que, comme elle doit passer par le Sénat et que le Sénat s'en est toujours pas saisi et qu'à la fin du mois, c'est la fin de la législature, eh bien, ça veut dire qu'une fois de plus, on va repartir à zéro et on est au point mort. Alors finalement, les vraies questions à se poser, c'est y a-t-il une réelle volonté des pouvoirs publics? Il y a 10 ans, il y aura 10 ans cette année qu'il y a eu le décret de mai 2007 qui autorise le public à utiliser les défibrillateurs. Mais quelle avancée on a? On a peu avancé, on était à 5%, on est peut-être globalement en France maintenant à 7%, mais c'est tout. Et c'est ma phrase un peu dure, mais les morts par arrêt cardiaque ne votent pas, ça changerait à mon avis beaucoup la situation.
Dernier point, y a-t-il une réelle volonté des fabricants? Je ne dis pas ça contre vous, mais en général. Eh bien, je dois dire qu'il y a certains distributeurs, mais pas tous, qui nous aident et qui nous donnent des indications sur l'endroit où ils sont, etc. Et je les en remercie. Mais les fabricants nous aident peu. On peut soit refusent de donner les données, il faut le dire, on en est là aujourd'hui, soit nous donnent des listes très incomplètes où on aura, par exemple, conseil général de, on verra 12 défibrillateurs et c'est l'adresse de facturation. Nous, on n'en fait rien en termes de localisation. Et si je soulève ce point, et j'espère que les fabricants m'entendront, c'est qu'ils sont peut-être, s'ils ne veulent pas avancer avec nous, en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce que si les défibrillateurs ne servent pas, si le taux de mortalité est toujours important, eh bien, de plus en plus, on se posera la question à quoi servent les défibrillateurs puisqu'on ne les utilise pas. Et les communes qui doivent bientôt, maintenant, en renouveler le parc, se poseront beaucoup de questions à ce sujet. Voilà. Merci de votre attention. Merci, docteur. Docteur Paul Dardel, c'est à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, personnellement, je n'ai pas de présentation. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait et puis j'ai en effet quelques idées sur le sujet. Donc, AEDEMAP est une société créée il y a maintenant un peu plus de 4 ans qui, globalement, a 3 métiers ou 3 activités avec un seul but qui est d'améliorer la survie à l'arrêt cardiaque. Donc, on ne peut pas tout adresser en ce qui nous concerne. Il faut évidemment former les gens, tout le monde le dit, on le sait, c'est un des sujets du salon. Quand on en vient au défibrillateur, l'idée c'est de dire, premièrement, comment on aide à trouver un défibrillateur. Arlode mène une mission de recensement, nous le faisons aussi, à travers une application gratuite qui s'appelle Staying Alive, qui recense les défibrillateurs en France, mais également dans de nombreux pays, avec plus de 85 000 défibrillateurs aujourd'hui, et des applications qui ont été faites spécifiquement pour des pays comme la Belgique, la Suisse, le Canada. On travaille avec également la Pologne, avec vraiment un objectif qui est de créer une cartographie mondiale des défibrillateurs et de la rendre accessible au grand public et aux services d'urgence. Mais j'ai envie de dire, et c'est ce que je disais en préparant cette conférence, c'est que je me dis que dans un monde idéal, on ne devrait plus avoir besoin de cartographie de défibrillateurs. Parce qu'il devrait y avoir des défibrillateurs un peu partout, que ces défibrillateurs ils devraient être en accès public, et qu'au lieu d'être enfermés dans des immeubles, dans des armoires fermées à clé au PC sécurité, s'ils étaient mis sur la voie publique, dans tous les lieux publics, on ne se demanderait plus où il y a un défibrillateur, parce qu'on les verrait tous les jours. On en a dans les gares, on en a dans les trains. Il ne viendrait à personne l'idée de cartographier les défibrillateurs dans les TGV. Et pourtant, on cartographie. Donc on cartographie parce que, j'allais dire, on est bien obligé de le faire, parce qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des défibrillateurs. Donc le premier point, en effet, il est clé, c'est la cartographie. Et c'est un travail, et je pense que Dr Thomas Lamotte ne me contredira pas, qui est long, fastidieux et qui est souvent assez compliqué. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a trouvé un défibrillateur, comment être sûr qu'il fonctionne? En effet, nous le savons tous, c'est un dispositif médical de classe 2B. Beaucoup de gens ont acheté des défibrillateurs en France depuis 2007 parce qu'il y a eu ce décret, parce qu'on a dit qu'il faut avoir des défibrillateurs, donc ils ont acheté des défibrillateurs. Et dans le monde des distributeurs de défibrillateurs, il y a des gens qui font leur métier avec sérieux, il y en a qui le font moins, qui ont vendu des cartons, qui ont parfois même déposé le bilan après. Et les gens ont acheté des défibrillateurs et ne les entretiennent pas. Donc finalement, là aussi, c'est scier la branche, parce que avoir un défibrillateur, avoir investi de l'argent, ne pas l'avoir en état de marche, comme c'était le cas dans l'exemple du stade que vous avez donné, finalement, c'est dépenser de l'argent pour rien, exposer la responsabilité de l'entreprise ou de la commune qui a acheté ce défibrillateur au regard de la loi, et tout ça pour ne pas sauver les gens. Donc la deuxième activité d'AEDEMAP, dans cette logique-là, qui est venue dans la suite logique de la cartographie, c'est de proposer aux gens qui possèdent des défibrillateurs des services de supervision. Donc nous, on n'est pas des mainteneurs de défibrillateurs, on n'est pas des marchands, on n'est pas des dépanneurs, c'est pas notre métier, il y a des gens dont c'est le métier. En revanche, on a développé des outils informatiques pour permettre de faciliter la gestion de flotte. Et point qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est de relier cette information de supervision à la cartographie. L'idée étant, dans un monde idéal, là encore, à terme, de fournir, que ce soit au grand public
ou aux professionnels de l'urgence des cartes qui soient ce que j'appelle moi des cartes temps réel, c'est-à-dire des cartes qui montrent les défibrillateurs en état de marche et non pas les défibrillateurs qui ont été volés, déplacés ou qui sont hors d'état de fonctionner. Donc la supervision me paraît un élément clé si on veut vraiment avoir une cartographie qui serve à quelque chose. En plus, aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'avoir des solutions de supervision, que ce soit celles faites par les fabricants, puisque la plupart des nouveaux défibrillateurs sont des appareils communicants, qui sont des solutions qui permettent d'avoir une supervision temps réel du défibrillateur. Troisième point, et je pense que les deux exemples ou les trois exemples qui ont été cités le montrent, avoir des défibrillateurs, c'est bien, qu'ils soient en état de marche, c'est parfait. Encore faut-il qu'ils soient auprès de la victime dans un délai, on dit toujours 4 minutes, en tout cas le plus bref possible. Vous avez parlé d'un délai de 11 minutes. Le délai sur le site du ministère de l'Intérieur, je crois que c'est 10 minutes 30, le délai moyen d'intervention des secours. Alors en France, évidemment, c'est mieux à Paris qu'au fin fond d'une vallée de l'Isère en plein hiver, mais malgré tout, le délai moyen est de 10 minutes. Donc ça veut dire que statistiquement, on est mort quand on fait un arrêt cardiaque, d'où ce très mauvais taux. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée à EDEMAP de créer un service qu'on a appelé le Bon Samaritain en France, qui s'appelle le premier répondant, où il est déployé également en Suisse, ou le First Responder dans les pays anglo-saxons, dont, j'allais dire, il est très simple, il est de simplement faire appel au sens civique des gens formés, qu'ils soient formés pour des raisons professionnelles de santé, pompiers, infirmières, qu'ils soient formés parce qu'ils sont secouristes au travail, parce qu'ils ont fait un PSC1 par intérêt, peu importe. À partir du moment où les gens sont formés aux gestes de premier secours, ils peuvent, à travers l'application Staying Alive, s'enregistrer, déclarer très simplement quel est leur niveau de qualification en nous fournissant un justificatif. Et à partir de ce moment-là, ils deviennent géolocalisables, non pas par nous, mais par les professionnels de l'urgence. Aujourd'hui, le service est opérationnel en France, en région parisienne, avec les pompiers de Paris, qui, eux, seuls, après avoir envoyé l'ambulance, parce qu'il ne s'agit pas de substituer des amateurs au secours professionnel, vont envoyer un bon samaritain ou plusieurs sur les lieux de l'intervention pour démarrer les gestes de premier secours, délivrer un choc et gagner 1, 2 minutes, 3 minutes qui changeront drastiquement le pronostic de la victime. Donc, j'allais dire, je vais m'arrêter là à ce stade, parce que j'espère qu'il y aura des débats avec la salle, mais je pense qu'en effet, la cartographie est un sujet clé, qu'en effet, j'ai les mêmes échos et que le projet de loi, enfin la loi passée à l'Assemblée risque de ne pas passer au Sénat. Et aujourd'hui, je pense que cartographier les défibrillateurs, c'est essentiel, mais plus que ça, il faudrait qu'il y ait un vrai programme de public access defibrillation en France, avec des défibrillateurs qui soient visibles partout et non pas cachés, enfermés dans les mairies. Il faut les mettre dehors, parce que sinon, ça ne sert à rien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Christophe Lévesque. Oui, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être court et concis. Je partage l'avis, bien sûr, de mes prédécesseurs. On a une problématique qui est générale, c'est-à-dire que 120 000 défibrillateurs ont été vendus en France, sont très éparses, utilisés partout, par tout le monde. On ne sait pas toujours où ils sont et surtout, on ne sait pas s'ils fonctionnent correctement. Ce qui est quand même une problématique. Parce que quand on voit les moyens déployés par exemple par le feu, au niveau des extincteurs, on nous oblige à avoir des contrats de maintenance avec un usage qui est quasi nul, moins d'1% ou moins de 0,1% dans les entreprises, dans les collectivités locales et territoriales. Ça paraît un peu fou d'avoir dépensé autant d'argent et de ne pas garantir un bon fonctionnement d'une machine qui est assez simple d'utilisation et assez facile à surveiller pour qu'elle soit fonctionnelle. Alors qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle soit up-to-date, c'est-à-dire qu'elle soit fonctionnelle dans les meilleures conditions de fonctionnement. Il faut imaginer que des défibrillateurs sans contrat de maintenance, qui ne sont jamais mis à jour. En 2002, on parlait de 30 massages cardiaques, 2 insufflations. Les défibrillateurs se taisaient parce qu'il fallait faire les insufflations. Aujourd'hui, dans le grand public, ça ne voudrait strictement rien dire. On parlait de dégager les voies aériennes. Donc il faut que nos défibrillateurs, on les fasse maintenir, on les fasse progresser dans le temps, parce qu'un défibrillateur, ça a une durée de vie d'environ 10 ans. Et en 10 ans, on fait évoluer, nous, fabricants, nos algorithmes de détection de mouvement, plein de choses. Et on doit se prémunir de garantir un défibrillateur qui soit up-to-date. Et donc, d'où la nécessité d'avoir un contrat de maintenance. J'ai beaucoup de mes homologues, en fin de compte, qui ne réclament pas de maintenance sur les défibrillateurs. Je partage votre avis, c'est une classe 2B et la maintenance est obligatoire sur les défibrillateurs, c'est une classe 2B et malheureusement, ce n'est pas assez promu par les fabricants. On a été le premier fabricant à mettre une maintenance obligatoire sur nos défibrillateurs en disant on ne peut pas laisser un défibrillateur pendant 10 ans
dans le même état de fonctionnement quand ils fonctionnent. Alors, j'ai 10 ans de recul d'expérience, ça fait 20 ans que je travaille chez Schiller, j'ai 10 ans de recul dans ce qu'on appelle le marché du grand public, le PAD Market, et j'ai tout vu. Des défibrillateurs qui ne marchent pas, les gens qui retiraient la pile parce qu'il ne fallait pas l'abîmer, il ne fallait pas l'user. Qu'est-ce qu'on fait des données quand ils ont été utilisés? Qu'est-ce qu'on fait des données médicales? Nos amis de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont cette problématique avec beaucoup de demandes parce qu'il faut lire les données. Donc, c'est quoi la solution? Donc, je pense qu'on va en débattre. Moi, j'ai quelques idées. Je pense que la première solution, c'est les communes ou les exploitants des défibrillateurs ou ceux qui font la maintenance doivent impérativement dire où sont les défibrillateurs, parce que nous, comme fabricants, c'est vrai qu'on n'a pas toujours cette information-là. La commune de Paris commande 100 défibrillateurs, on ne sait absolument pas où ils vont les mettre s'ils ne nous donnent pas la maintenance. On envoie, on livre le service technique, et derrière, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Donc, quelque part, celui qui est en charge de la maintenance devrait avoir cette obligation de déclaration, et pas qu'une déclaration, c'est pas de dire j'ai juste un défibrillateur, c'est un défibrillateur à tel endroit, qui est disponible de telle heure à telle heure, c'est éventuellement quel modèle, etc. etc. Et c'est vrai que Dr Lamotte, vous avez fait un gros travail avec Arlod, parce que beaucoup de nos urgentistes, en fin de compte, savent très bien qu'ils ne peuvent pas être là dans les 10 minutes. Et s'ils ont l'information qu'il y a un défibrillateur à 2 minutes, ils pourront effectivement dire vous avez un défibrillateur qui est à 300 mètres, vous serez là avant nous, et par téléphone, je peux vous aider parce que je sais quelle marque c'est, je sais comment il fonctionne, et je sais surtout qu'il est en état de fonctionnement. Effectivement, la voie rêvée, on y viendra peut-être, c'est les objets connectés, que les défibrillateurs soient connectés, qu'on sache qu'ils soient fonctionnels. S'ils ne le sont pas, on sait pourquoi ils ne le sont pas. Donc Schiller a travaillé sur des défibrillateurs communicants. Aujourd'hui, on a une solution qui est très intéressante. Mais ça va venir doucement, mais il faut aussi gérer notre parc de 120 000 défibrillateurs qui sont en France. Et pour cela, il faut que nos dirigeants légifèrent en mettant une obligation de maintenance. La voie, c'est peut-être aussi les assureurs, ceux qui font de la prévoyance. S'il y a moins de morts dans le monde du travail, ça leur coûtera moins cher. Pourquoi les extincteurs, c'est devenu obligatoire la maintenance? Tout simplement parce qu'ils ont vu moins de risques et les assureurs ont dit maintenant on vous oblige à avoir des extincteurs et on vous oblige à faire de la maintenance. 10 ans pour légiférer, pour qu'il y ait quelque chose dans la défibrillation, c'est presque un scandale d'État. C'est tout à fait anormal. Tous les jours, il y a des gens qui ne sont pas sauvés parce que les défibrillateurs ne fonctionnent pas. Donc j'espère qu'on va pouvoir débattre pour trouver des solutions. Je pense qu'il y en a beaucoup et j'espère que nos dirigeants nous entendront et n'enterreront pas ce projet de loi qui est très intéressant sur l'obligation d'équipement, bien sûr, mais aussi sur la maintenance et sur le suivi du défibrillateur. Voilà, je vous en remercie. Merci, Monsieur l'évêque. Voilà, avant de passer à ce débat qui s'annonce passionnant, on va pouvoir écouter le professeur Pierre Molz. Pendant qu'on passe mon PowerPoint, je voudrais remercier donc Secours Expo 2017 pour l'invitation à la ministre Jodogne et à une petite équipe de Belges qui sont venus animer certains débats. Ils sont au premier rang. Oui. Et donc, je vais vous présenter quelques points d'attention qui concernent l'arrêt cardiaque en général pour aller vers le Public Access Defibrillator, comme on dit en anglais. Et donc, voilà. Donc, ça devrait partir. 1, 2, 3, c'est parti. Donc voilà, je voudrais vous entretenir sur la survie de l'arrêt cardiaque en Europe. L'année passée, toute l'Europe, Eureka One, ce qui sauve l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, donc on ne parle pas d'arrêt cardiaque intra-hospitalier, parler de la défibrillation accessible au public, PAD, DAP, et une chimère de mon esprit, le 21e siècle numérique. Donc, je dis que la seule chose qui était intéressante, c'est le bas de la slide qui indique en fait qu'en Europe, la survie de l'arrêt cardiaque à 1 mois est de 10%. Mais si on regarde ce qui se passe en Europe, vous voyez que tous les pays ne sont pas égaux. Vous voyez qu'à la gauche de votre écran, vous avez le Danemark. Vous voyez que l'intervalle est très petit autour des points. Ça, ce sont des pays puissants où le chiffre a beaucoup de sens. Tourne autour de 40% de survie à 1 mois. La Belgique est à 20-30%. Lorsqu'on regarde
les gens qui rentrent à l'hôpital en RACS. Donc ce sont les gens qu'on va réanimer, qui vont rentrer à l'hôpital avec une activité circulatoire et qu'on ne sait pas s'ils vont encore survivre. Donc 50% pour le Danemark, 30% pour la Belgique et je vois 20% pour la France. Oui, mais ça, ce sont des gens qui rentrent dans un hôpital, c'est pas pour ça qu'ils survivent. Donc, alors on a regardé les gens qui survivaient à un mois, et on s'est rendu compte que vous avez de nouveau à gauche les gens qui sont très performants, chez qui il faut aller voir comment ils font. Donc, ce sont surtout les Hollandais. J'étais très étonné de voir à gauche les Espagnols. On dit toujours qu'ils boivent du vin, ils ne savent rien faire d'autre, mais regardez un peu leurs résultats. Ils sont extraordinaires. La Belgique au milieu et, interpellant, la France, 4% de survie. Donc 4% de survie, je passe la frontière belge, je suis à 10% de survie, je passe la frontière hollandaise, je suis à 20% de survie. Nous avons fait 150 à 200 km. Ça fait mal. Et les gens disent non, c'est pas encore juste parce que vous comparez des pommes avec des poires, il faut prendre des gens qui sont en arrêt cardiaque avec témoins en présence d'une fibrillation. C'est ce qu'on appelle le groupe comparateur et on a mis tous les arrêts cardiaques qui ont tous les meilleurs indices pour survivre. Et vous voyez de nouveau qu'en Europe, on n'est pas égaux dans ce type d'arrêt cardiaque. Et vous voyez qu'à gauche, les Hollandais sont très forts, les Belges au milieu et les Français à droite. Est-ce que cela veut dire qu'on travaille mal en France? Non, parce que beaucoup des leaders d'opinion mondiaux viennent de France. Ça veut dire que l'organisation des soins de santé, de l'aide médicale urgente, en France n'est pas la même que celle de la Hollande ni celle de la Belgique. Et donc, chacun devra, sur base de ces chiffres, se dire, voilà, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui marche, qu'est-ce qui est, en mettant le moins d'argent possible, va améliorer la survie dans notre pays. Et la réponse française sera différente de la réponse belge, sera différente de la réponse hollandaise ou scandinave. Et donc, ceci ne sont que des chiffres qui disent qu'on a des progrès à faire. Quand vous refaites la littérature, je n'ai pas mis de diase là-dessus, mais vous savez que quand vous avez un arrêt cardiaque tout venant, tous les arrêts cardiaques, à côté d'un paramédic, donc de quelqu'un qui va réagir immédiatement. Donc ce sont les meilleures conditions qu'on puisse avoir. Eh bien, dans ces études scandinaves, on arrive à 30-35% de survie. Ça veut dire que les Hollandais ont encore 10 à 15% de progression à faire sur leur 100 arrêts cardiaques. Nous avons encore du chemin. Alors, qu'est-ce qui sauve un arrêt cardiaque? Donc, voilà, la survenue dans les lieux publics, ça c'est génial, c'est un bon indice. Mais malheureusement, quand vous regardez les grosses études et l'outil de Rekawan, ça ne représente que 37%. Devant un témoin, ça dépend. Ici, je vois que le REIAC signale 3/4 de gens qui font des arrêts devant témoin. Ça me paraît plus raisonnable, effectivement, qu'en Belgique, on est à 80%. Le fait de vous donner ces chiffres ici, il faut quand même rappeler la présence, ils ne sont pas dans la salle, mais de certaines personnalités qui permettent de parler aujourd'hui. Et je pense à Hervé Hurbert de Lille, qui est le président de REIAC, et à Pierre-Yves Guignot, qui a mis en route REIAC il y a maintenant 4-5 ans. Ils font un travail extraordinaire qui permet de savoir de quoi on parle. Donc, continuons. L'appel précoce, bien sûr, que ce soit au 112, au 15 ou au 18. J'ai entendu tout au long de la journée la réanimation cardio-pulmonaire de bonne qualité précoce. Ça vaut de l'or. C'est la meilleure, je pense. La défibrillation externe automatique, bien sûr. Donc, voilà, il faut gagner du temps. C'est une bataille contre le temps. Alors ici, je voudrais vous montrer le travail de Wissenberg et de Lippert qui a été publié dans JAMA en 2013 et qui va vous montrer comment au Danemark, ils sont parvenus à augmenter la survie. Donc vous voyez la survie en brun, d'accord, du bas. À gauche du tableau 2001, à droite du tableau 2010, ils sont partis de 8% et ils sont montés à 21%. Et vous regardez que le nombre de lignes du haut d'arrêt cardiaque devant témoin n'a pas bougé pendant 10 ans. Vous voyez, lignes qui croisent bleu foncé, les rythmes choquables n'ont pas bougé
je vais dire globalement, il y a un seul paramètre qui a joué. Vous avez beaucoup plus de gens qui ont appris à faire la RCP dans la rue. Donc le citoyen fait énormément de RCP. On est passé de 20 à 40%. Et le Danemark a mis comme objectif pour 2020 que l'entièreté de la population soit formée aux gestes qui sauvent. Alors, en bleu foncé, etc., c'est toutes les actions qui ont eu, mais voilà, elles sont quasiment illisibles. En bas à droite, je lis « Nous formons, nous délivrons pour 5 millions d'habitants, avec beaucoup d'îles, 300 000 certificats ERC de compétences en défibrillation chaque année. » La défibrillation, l'enseignement de la RCP est obligatoire pour rentrer dans une fonction publique, pour changer de statut, pour avoir un permis de conduire. Et ils ont fait des tas de petits moments de vie qui permettent de se rappeler. On a parlé à la session précédente de la perte de compétences dans le temps. Et il en vaut pour le SSP comme il en vaut pour la réanimation cardiopulmonaire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer un autre papier qui est d'une grande norvégienne, je pense, Teresa Olasvengen, qui n'avait pas froid aux yeux. Elle a carrément réanimé de manière prospective 800 patients et à 400 patients, elle a décidé de ne pas mettre de perfusion, de ne pas mettre de médicaments, de ne rien faire. Intuber, masser, défibriller. Et de l'autre côté, elle a fait tout ce qu'il fallait faire comme d'habitude. Et cette étude montre qu'il n'y a pas de différence de survie à la sortie des patients. Et donc, pourquoi je vous montre ceci? C'est pour vous montrer le hands-off ratio médiane qui est à 0,14. Ça veut simplement dire que le plus important, c'est de faire une RCP de haute qualité. Vous voyez que là, 14% du temps, ils n'ont pas massé, que la compression moyenne faite quand ils massaient était une fréquence de 116, que la compression totale par unité de temps, la minute, était de 94, et qu'ils ont mis 11 secondes pour faire de la ventilation et 11 secondes pour décider de faire un choc. Simplement pour vous montrer que quand vous ferez de la RCP, eh bien, vous devrez masser avec énormément de conviction et d'énergie. Et donc, nous avons participé à l'étude CAM, qui est une étude française menée par la PHP. On vient de terminer le dernier encodage du 2 millième patient pour voir si intubé ou ventilé masque ballon est bon. Eh bien, nous nous sommes autocritiqués dans notre équipe du SMUR de Saint-Pierre. Et on a vu que si on n'avait pas un focus permanent sur tous les gestes anticipatifs qui font que je vais faire les choses courtes, ventiler, regarder si je dois choquer, eh bien, on perdait en qualité de compression. Et c'est ça qui donne de la vie. Je rappelle une qualité de compression, donc c'est pas 300 compressions, c'est 30, excusez-moi. 2 insufflations, 100-120 par minute, 5-6 cm de profondeur, compression, relaxation, 50-50, c'est très important. Donc ça, on le sait bien, depuis 2010, ça n'a quasiment pas changé. Arrivons à notre défibrillation automatique externe publique. Et là, j'ai été juste épingler un article, qui est un article du New England que je vais vous présenter. Mais donc, vous savez que le défibrillateur est né dans une salle d'opération en 1957, dans un hôpital américain, et c'est la firme Zoll qui l'a créé. C'était pour un cas de chirurgie pédiatrique. Les défibrillateurs sont sortis de la salle d'opération pour rentrer dans les soins intensifs. Ils sont sortis des soins intensifs pour rentrer dans les SMUR. Et personne ne parle ici de la police, mais donc je pense qu'il ne faut pas oublier que vous avez un corps hiérarchisé, professionnel, qui a du secourisme dans ses règles de base et qui doit être capable de masser et de défibriller. Nous avons commencé un projet de défibrillation externe au niveau de la police pour gagner quelques minutes par rapport à l'arrivée de notre première ambulance à Bruxelles. Et puis on arrive effectivement dans le DEA public et à la présentation de Kitamura. Alors c'est une présentation très intéressante avec un très beau tableau illisible que j'ai essayé de stigmatiser, qui est le flow des patients.
Et tout en haut, vous voyez 1 50 000 patients sur une période qui va de 2005 à 2013. Et de ces 1 million de patients, on va finalement en avoir seulement 189 000 qui ont eu un arrêt devant témoin par un témoin et seulement massé. Seulement 43 000 qui avaient une fibrillation ventriculaire et tout en bas à gauche, seulement 4 499 qui ont eu accès aux défibrillateurs publics. Donc sur 1 million d'arrêts cardiaques sur la nation japonaise, seulement 4 499 vont bénéficier d'une défibrillation par un témoin et par du public. Oui, ok, d'accord, je note. Ça ne me fait pas plaisir, mais je note. Quand on regarde ce qui s'est passé de 2005 à 2013, vous voyez qu'ils ont mis énormément de défibrillateurs sur le terrain. Ils sont passés de 10 000 à 428 000. 428 000 fois 1 500 €, 750 millions. Donc on frôle le milliard, ok, pour pouvoir donner accès à un chiffre qu'on retrouve dans REAC, l'accès public, le DAP ou PAD, je ne sais pas comment il faut dire, le Public Access Defibrillator en 2005, 1% des arrêts cardiaques. En 2013, 16%, donc REAC note 10%. Et donc voilà, 10% des gens ont un accès au défibrillateur externe automatique. Alors la dia suivante, je ne sais pas si vous savez la lire, ça marche, ça donne de la vie, donc on passe de 49% de survie à 1 mois contre 29 quand on n'a pas de défibrillateur, et ça donne beaucoup de gens qui récupèrent avec un très haut niveau de qualité de récupération cérébrale. Voilà ce qu'il y a grossièrement dans la littérature. Maintenant, j'arrive dans ma chimère. Donc, nous sommes au XXIe siècle, incontestable. On est dans l'ère du numérique. Tout le monde a un GSM. C'est fou, j'étais dans le train, le tram, je regardais ici le métro. Tout le monde est en permanence avec son GSM en main et fait quelque chose. Donc, on est de plus en plus connectés. Pas seulement les objets, nous. J'ai suivi Uber, l'affaire Uber en France, l'ubérisation, et puis finalement on assiste à une ubérisation de la société et du citoyen. Donc ça veut dire que, attention, moi j'ai une responsabilité dans mon hôpital, dans la COAMU, je donne des conseils au ministre, ok d'accord, je ne suis pas le ministre, mais si on ne fait pas quelque chose de bien, dites-vous bien, le citoyen le fera à votre place. Si vous n'allez pas assez vite, si vous bloquez. Parce que la technologie fait que vous allez voir, c'est incroyable. Et donc, en fait, j'ai été voir dans Wikipédia donc, ce que c'était l'ubérisation. C'est une mutualisation de gestion administrative et d'infrastructures lourdes qui permet une réduction des coûts de revient des services, des formalités pour les usagers. Ça peut se faire grâce à une généralisation du haut débit de l'Internet, du mobile, des smartphones et de la géolocalisation. Et l'ubérisation s'inscrit de manière plus large dans le cadre de l'économie collaborative. Donc ça, c'est ce que vous trouvez comme définition. Et puis, je me suis imaginé un arrêt cardiaque du futur. Point rouge central, arrêt cardiaque extra-hospitalier, ACEH. En violet, le témoin. Le témoin va appeler le 112. J'ai pris le chiffre, voilà, pour ne pas faire de dichotomie 15-19, j'ai pris 112, comme ça tout le monde est d'accord. Et donc c'est la première action en rouge. Le 112 va faire 2 choses légalement. Il va envoyer une ambulance avec du personnel et un défibrillateur précoce qui risque d'arriver vite, et il va envoyer un SMUR. Mais en faisant cette application-là et en déclarant un arrêt cardiaque, il va envoyer une information à un logiciel avec une information intelligente. Et ce logiciel va éclairer la zone où il va géolocaliser des témoins privilégiés capables de faire une RCP et les DEA publics. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 2 actions, et ça se fait en une fraction de seconde. Il va prendre les gens les plus proches pour les envoyer 3 ou 4. C'est encore à discuter, on discute beaucoup ça à l'ERC avec les Hollandais, combien est-ce qu'il faut en envoyer pour être sûr qu'il y en ait un qui est sur le terrain ou 2.
Et donc tout ça est en phase de calcul, etc. Et donc il va lui-même, par son intelligence artificielle, envoyer 3 ou 4 personnes sur la victime pour aider le témoin. Et 3 ou 4 autres personnes, il va les diriger vers un DEA public en lui disant, écoute, tu prends ce sentier-là, tu prends ce chemin, premier à droite, deuxième, tu trouves le défibrillateur, il est prévenu, tu reviens et voici le chemin. Et donc comme ça, en Hollande, on voit souvent, quand la première ambulance arrive, parce qu'il n'y a qu'un système unique en Hollande, vous avez déjà des citoyens en train de masser avec 1 ou 2 défibrillateurs externes automatiques et souvent la police. Et donc, à ce moment-là, l'ambulance arrive. Et donc, tout ceci va permettre de gagner la bataille du temps, la bataille des secondes, puisqu'on va pouvoir ne plus attendre 10 minutes, mais on va peut-être monter à 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, voilà. Après, on devra s'attaquer au gros morceau, qui est l'arrêt cardiaque intra à la maison. Là, il faudra avoir une réflexion très, très, très importante. Et si on ne le fait pas, regardez ce qui va se passer. Le témoin, il va appeler le logiciel directement, qui très poliment informera le 112 par un message, qui sera obligé par la loi d'envoyer des soins. Et le logiciel intelligent fera le travail qui pourrait être fait à l'initiative du 112. Donc, ce que je veux dire, nous sommes dans une société connectée, dans un monde connecté. La connectivité va augmenter. Ce qu'on est, c'est le balbutiement. Et donc, en fait, ce que je voudrais donner comme message, c'est que tout ce que j'entends ici de mes prédécesseurs est extraordinaire, parce que le design de savoir si un DEA est là, est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il est performant, est-ce que sa pile, est-ce que ses électrodes sont bonnes, où se trouve-t-il, est un casse-tête chinois. Et donc, il faut qu'on puisse utiliser toutes les énergies pour pouvoir gagner la bataille du temps. Voilà, je m'arrête ici, merci. Merci beaucoup, professeur. Place au débat. Vous êtes prêts ? Alors, docteur Thomas Lamotte, tout à l'heure, vous nous avez pas trop parlé de Arlode. Je vous donne l'occasion de le faire maintenant, si vous voulez, puis peut-être que ça va ouvrir le débat. Oui, ben c'est très simple. Je n'ai pas expliqué tout ce qu'on faisait au niveau d'Arlode, mais c'est très simple. Notre objectif, c'est de recenser partout un maximum de défibrillateurs. Et nous, ils rentrent dans une base de données, on a donc toutes les informations. Elles sont à la disposition des SAMU et des SDIS qui veulent travailler avec nous, parce qu'on ne peut pas les obliger s'ils veulent rien faire. Et à partir de ce moment-là, leur action, et c'est ce qu'on veut faire, on va dans le même sens, c'est à partir du moment où ils ont la position d'un arrêt cardiaque qui leur est signalé, ils envoient les sapeurs-pompiers chez nous le plus souvent et un SMUR. Et s'il y a plusieurs personnes qui sont là autour de la personne qui fait l'arrêt cardiaque, il y en a une qui reste faire le massage et il devrait dire, si le recensement a été bien fait par nous, où est le défibrillateur le plus proche, avec le chemin pour y aller, etc. Alors nous, on avance là-dessus avec les SAMU, et l'étape suivante sur laquelle on commence à travailler, c'est que cette cartographie soit intégrée dans les logiciels des SAMU pour que directement, avec le lieu de l'arrêt cardiaque, ils connaissent tout de suite les défibrillateurs les plus proches, accessibles à l'heure de l'arrêt cardiaque et le jour, parce qu'il y a en effet tous ceux qui sont dans des bâtiments fermés le soir, etc., etc. Voilà notre objectif et on travaille sur X départements. J'ai entendu avec intérêt tout ce qui était sur les Samaritains, mais il y a des limites. On a un énorme problème en France, c'est qu'il n'y a pas assez de gens formés. C'est 15% de la population. Tout le monde dit parfois 50%, non, c'est 15%. Et là, on a un énorme problème, et je vois actuellement, on travaille sur la Meurthe-et-Moselle, qui, eux, avaient monté un autre modèle très intéressant avec des correspondants qui avaient un défibrillateur qui pouvait être appelé par le SAMU et aller se déplacer. Je ne sais plus comment ils avaient appelé, c'est un autre nom. Et ils en voient les limites, ils n'ont pas assez
de responsables qui acceptent d'être permanents et prêts à y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux depuis 15 jours? Le recensement de tous les défibrillateurs pour qu'ils puissent dire aux témoins où il y en a un et où on peut aller le chercher. Voilà en gros. Très bien. Si on reprend la présentation du professeur Pierre Mols, finalement, est-ce que vous et vous, docteur Dardel, vous n'avez pas une approche assez complémentaire puisque vous arrivez, vous essayez de recenser les défibrillateurs pour mettre à disposition une base de données aux professionnels du secours. Vous êtes en mesure de localiser les sauveteurs qui pourraient les utiliser. Je pense qu'on a en effet une approche assez complémentaire. On fait, j'ai envie de dire grosso modo la même chose avec une approche un peu différente, qui est que nous avons, depuis le début, parce que c'est comme ça qu'est né le projet, voulu informer le grand public d'emblée et donner au grand public l'accès à cette information. On la donne bien sûr aussi aux professionnels qui le demandent. Et pour reprendre ce qui vient d'être dit, on a eu exactement un cas il n'y a pas très longtemps, parce que donc on a lancé le Bon Samaritain avec les pompiers de Paris. Votre chimère, j'ai envie de vous dire, nous on la vit aujourd'hui au quotidien. Alors c'est vrai qu'on n'a pas assez de bons samaritains, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'on sait qu'on n'en a pas assez, parce qu'on sait que les gens ne sont pas assez formés, qu'il ne faut pas le faire. Et moi je pense qu'aujourd'hui on en souffre. On a, avec les pompiers de Paris, on a 1 à 2 déclenchements de bons samaritains par jour, ce qui commence à être pas mal. On a déjà plusieurs cas où des victimes soit ont été sauvées par le Bon Samaritain, soit parce que le centre de la BSPP a pu, sur la cartographie, localiser un défibrillateur, envoyer un témoin le chercher, voire appeler directement. On a un cas où le défibrillateur était dans une pharmacie et donc ils ont directement appelé le pharmacien qui a amené le défibrillateur sur les lieux, ce qui est évidemment le cas idéal, et la victime est repartie vivante à l'hôpital. Mais je crois que, bien sûr qu'il faut former les gens aux gestes de premier secours. J'ai le sentiment que les événements tragiques des 12 derniers mois font qu'il y a quand même en France une prise de conscience et de la population et des pouvoirs publics pour former les gens aux gestes de premier secours. On le voit, il y a des journées portes ouvertes, des week-ends de formation partout. Et donc, sur le stand qu'on a là, où on parle du Bon Samaritain, sur le stand du ministère de l'Intérieur, on voit le nombre de gens qui viennent s'inscrire. Il est vraiment significatif. Donc, moi, je crois qu'il faut tout faire. C'est-à-dire qu'il faut informer les professionnels, il faut une base de données accessible aux professionnels, il faut une base de données accessible au grand public, parce que, vous l'avez dit, le grand public se saisit de cette information et qu'il n'y a pas de raison de ne pas donner l'information au public. Et il faut que tout soit possible. Et il faut en effet envoyer plusieurs bons samaritains, peut-être plusieurs défibrillateurs. Voilà, parce que c'est vrai aussi, si à la fin on s'en sert jamais, un beau jour les gens diront finalement pourquoi en acheter, hein. Mais je crois qu'on est complémentaires. Alors certains diront concurrents si on veut, sauf que je dirais que ni Arlod ni AEDMAP ne gagnent de l'argent avec la cartographie de défibrillateurs. C'est dans un cas une association caritative, dans l'autre un financement à fond perdu, si je puis dire. Donc voilà, on le fait parce qu'on pense qu'il faut le faire. Très bien. Monsieur Lévesque, le regard du distributeur et du fabricant? Non, je partage leur avis. C'est vrai qu'ils ne sont absolument pas concurrents, ils sont complémentaires. Il y en a un qui est plutôt à destination des professionnels et l'autre du grand public. Et c'est grâce à eux que aussi la défoliation, on est là, même si ce n'est pas suffisant. On a quand même fait un gros travail en 10 ans. On a plus de 100 000 défibrillateur qui ont été mis un peu partout. Tous les jours, moi j'ai quand même des bonnes nouvelles avec des défibrillateurs qui ont utilisé, qui ont fonctionné. Donc je crois que c'est le travail de chacun dans son rôle. Nous, on a un rôle qui est un petit peu différent du vôtre, hein. Bon, nous, on n'est pas en association, on est une société, on n'est pas philanthrope, bien sûr, mais c'est nous tous ensemble autour de la table qui allons porter devant, d'ailleurs, ceux qui peuvent décider, faire changer les choses, essentiellement les politiques, hein, les élus, hein, qui sont là pour légiférer. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble, y compris que les fabricants. D'ailleurs, souvent, on a de bonnes relations avec les autres fabricants, même si on est concurrents. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble dans un intérêt qui est commun. L'intérêt commun, c'est bien sûr de sauver des vies. L'intérêt, c'est de mettre à disposition des défibrillateurs. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est que la défibrillation, c'est aussi un objet social. C'est-à-dire qu'en fin de compte, apprendre des gestes qui sauvent, c'est donner une vocation aussi sociale aux gens, sociale aux enfants, s'occuper de l'autre, les gestes qui sauvent en général, s'occuper des personnes âgées. On va falloir aussi qu'on s'occupe de nos personnes âgées. Donc je pense que tout ça part d'un bon sentiment. Il faut qu'on travaille tous ensemble autour de la table. Très bien. Professeur. Bon, j'adhère à tout ce que j'ai entendu.
Un des problèmes pour moi, c'est ces bases de données quels sont les critères de qualité qu'on va imposer à la base de données des DAE ou Bon Samaritain. Et donc ça, c'est une réflexion qui est importante. Pourquoi? Et qui doit être validée, à mon avis, par le pouvoir public. Parce que c'est, à mon avis, les deux clés de garder un contrôle sur la qualité de l'aide médicale d'urgence qui va être fournie. Donc je pense si l'autorité doit non négocier, plutôt imposer, c'est dans la qualité de ce qu'on mettra, qu'on dira Bon Samaritain, et c'est dans le contrôle de la qualité de l'outil des DAE qu'il va mettre à disposition. Et pour le reste, il pourra accompagner et stimuler, et je pense que le génie humain fera le reste. Oui, monsieur Lévesque. Juste pour compléter, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est la qualité de la base, ce qu'on va renseigner dedans, donc définir ce qui doit être renseigné. Je pense que vous deux, vous l'avez fait très bien, Arlode l'a très bien fait. Et surtout, après, ça va être la mise à jour de cette base. Le but, c'est pas d'avoir un état qui est figé, et puis 5 ans après, de se dire, ah bah oui, mais ça n'a pas été mis à jour. Et après, le débat est qui va mettre à jour, qui doit le faire, comment on doit le faire. Et effectivement, il faut qu'il y ait une autorité qui est pas là pour négocier, mais qui est là pour obliger les gens. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que fabricants, on est touché par le problème. On sait quelquefois où sont nos défibrillateurs, parce qu'effectivement, on en a la maintenance, etc. Mais le client que nous avons ne veut pas forcément partager cette information. Le client qui est dans une entreprise privée, qui a un défibrillateur au 120 rue de Bercy, il n'a pas forcément envie que son défibrillateur, on vienne le chercher. Donc là, c'est là où la loi doit légiférer en disant c'est un outil d'utilité publique qui doit être remis au public à la demande. Là, je dirais une chose quand même, c'est nous avons un certain nombre de distributeurs qui disent d'emblée à leurs clients, on va le déclarer dans la base Arnode. Et ça pose aucun problème si on le dit au départ. Le seul cas particulier où on n'a pas eu toute l'information, c'était sur une société qui s'occupe particulièrement de diamants et qui ne voulait pas dire exactement où c'était et comment on rentrait pour aller chercher le défibrillateur. Bon, mais en dehors de ça, nous, on a des distributeurs, on a l'information de A à Z. Et ils ne demandent pas aux clients, ils disent c'est comme ça, on le mettra dans la base Arlode, c'est votre intérêt, point. Oui, mais il faut impérativement que c'est que celui qui maintient le défibrillateur, qui fait ce contrat de maintenance de façon cyclique, qui en fin de compte, on s'aperçoit que beaucoup de nos clients changent l'emplacement des défibrillateurs parce que tel gymnase a fermé, était rouvert autre paire, etc., dans les communes. On le voit beaucoup, un peu moins dans les sociétés, mais surtout dans les communes. Oui. Et en fin de compte, il faut que cette base soit mise à jour en permanence parce que faire confiance, et la difficulté qu'on a aussi auprès de nos clients, c'est que souvent l'interlocuteur du défibrillateur, dans les communes, dans les collectivités locales et territoriales, change tout le temps. C'est un peu la patate chaude qui se refile. Et donc, en fin de compte, il faudrait que cette déclaration soit mise à jour une première fois et après mise à jour au fil de l'eau par celui qui fait la maintenance, qui peut constater qu'effectivement, le lieu qui a été déclaré est toujours le même, la disponibilité, etc. etc. Oui, ça c'est le problème très très important de la maintenance. On a parlé des extincteurs. Vous avez un extincteur, une fois par an, il y a quelqu'un qui passe, il ne vous demande pas votre avis, il y a un décret, c'est ça la différence. Donc il vous dit j'ai changé ça, voilà la facture, au revoir. Bon, il faudrait qu'il y ait la même chose au niveau des défibrillateurs, c'est que tous les ans, au minimum, il y a un contrôle par quelqu'un qui est agréé, qui a la compétence pour le faire, et puis que les données remontent au fichier et qu'on contrôle, terminé, puis c'est fait, et on aurait une base de données mise à jour. C'est simple, on connaît les solutions, mais comme ce n'est pas imposé, ben, ce n'est pas fait. Professeur, on vous écoute. J'ai envie de vous dire que je reste définitivement avare de mes euros. Et je continue à rêver. Et je pense qu'en fait, il faut que les sociétés savantes, à l'American College of Cardiology et le RC, donnent, comme ils l'ont fait par le passé, des pistes aux fabricants qui les suivent en général. Et donc, voilà, il n'est pas ici le lieu de nommer des types de défibrillateurs. Je m'interdis cela. Mais j'ai parlé de
d'objets connectés et de connectiques, eh bien, excusez-moi, un DEA, il y a déjà des gens qui proposent de vous dire quand la batterie est à plat, et ça rentre à la centrale, qui sera une centrale de l'État, et quand l'électrode n'est plus efficace, et on peut programmer ça. De même qu'ils sont tous géolocalisés par une longitude et une latitude, et on sait très bien s'ils changent de place où ils sont. Donc voilà, il faut oser rêver. Ce 21e siècle, avec sa connectique qui n'est en train que de commencer, va probablement beaucoup plus aider Arlott qu'elle ne va aider le bon samaritain, parce que là, il faut imaginer qu'il y a encore le facteur humain, il faut passer ses examens, il faut dire que je l'ai réussi, etc. Mais voilà, il y a des pistes à explorer pour se faciliter la vie et ne pas dépenser d'argent public. Je ne suis pas gentil. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les objets connectés, la supervision connectée du défibrillateur, les défibrillateurs supervisés connectés, comme votre dernier modèle, pour ne pas le citer, qui est connecté, c'est clé parce que moi je ne crois pas, j'ai une base de données, c'est un enfer à maintenir. Et se dire qu'il va y avoir des gens d'une administration qui seront responsables de mettre à jour la base de données à partir de données remontées par tous les clients qui ont déplacé leur défibrillateur, qui l'ont changé. C'est pas ça, c'est pas le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est un objet connecté qui va non seulement permettre d'avoir une base à jour, mais qui va en plus éviter qu'un témoin court chercher un défibrillateur qui serait en panne, ce qui protège également la responsabilité du propriétaire, parce que aujourd'hui, on est dans un cadre réglementaire qui fait que si vous avez un défibrillateur qui ne marche pas en tant que propriétaire, vous pouvez être mis en cause. Donc, je pense que c'est très important à la fois d'informer les professionnels du fait que tel défibrillateur à tel endroit n'est pas fonctionnel et qu'il ne faut pas envoyer un témoin le chercher, mais c'est bien aussi pour le client lui-même, je pense. Et c'est comme ça qu'on aura des bases à jour, parce qu'en effet, les objets connectés apportent la réponse et que ça coûte quand même beaucoup moins cher aujourd'hui d'avoir une petite puce connectée qui supervise un défibrillateur que d'envoyer un technicien le vérifier une fois par an. Voilà. Que le technicien se déplace quand c'est nécessaire, évidemment, mais quand tout va bien, ça ne me paraît pas nécessaire. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais c'est vrai que les objets connectés, on en parle depuis les défibrillateurs connectés depuis 6 mois. Mais il y a 120 000 défibrillateurs qui ont été vendus et qu'on ne peut pas jeter non plus. Et on peut pas tout mettre à jour, on ne peut pas tout connecter. Donc en fin de compte, il faut prévoir l'avenir. Là, je suis d'accord. Effectivement, sur les objets connectés, sur les boîtiers connectés, sur les défibrillateurs géolocalisés, etc. Aujourd'hui, les grandes marques savent le faire, ça va arriver. Mais néanmoins, il y a 120 000 défibrillateurs qu'il faut gérer aujourd'hui. Et c'est pas, quand on dit ça coûte cher, c'est vrai que chaque euro. Mais aujourd'hui, maintenir un défibrillateur, c'est 90 € par an. Enfin, je veux dire, ça représente, sachant qu'il y en a déjà beaucoup qui sont sous contrat. Donc, en fin de compte, c'est un contrat de maintenance sur un ascenseur, c'est 3 000 €. Vous vous rendez compte? Je veux dire, on discute, c'est de l'argent, mais si on peut sauver 500 vies et que ça coûte effectivement peut-être à l'État 1 million d'euros, c'est rien, c'est un détail. C'est juste l'économie, c'est l'économie de certains Je souris parce qu'en fait, on refait la discussion du défibrillateur monophasique et biphasique. Et donc, il faut se laisser 10 ans de vie, effectivement, pour que le non-connecté se connecte, parce qu'il sera mort de sa belle mort. Et donc, la deuxième réflexion que j'ai, c'est évidemment que quand un appareil connecté n'est plus fonctionnel, l'électronique qu'on met derrière et les logiciels qu'on met derrière fait qu'il se retire de la base de données. Et donc, il n'est plus éclairé quand il y a une géolocalisation et un arrêt cardiaque proximal, et il ne sera plus renseigné. Et donc, on est vraiment à un moment formidable de ça. Et moi, ce qui reste difficile pour moi, c'est pas le défibrillateur. Plus j'y réfléchis, c'est plus comment est-ce que je vais fabriquer des bons samaritains qui restent permanents et qui restent connectés. Donc là, il faudra beaucoup d'imagination. Moi, je pense que vous avez donné la réponse dans vos diapositives. Je pense qu'en effet, la police, en particulier, et on le voit alors c'est pas le cas en France, mais on le voit dans de nombreux pays, la police est impliquée. Je vais prendre un exemple que vous connaissez forcément, qui sont les Cavalieri del Cuore à Lugano, dans le Tessin, en Suisse, qui sont des bons samaritains, ils appellent ça les chevaliers du cœur,
eh bien, la police à Lugano, en 2 roues, a des défibrillateurs sur ces 2 roues. Et ils sont tous formés. J'étais au Moyen-Orient, à Arabel, cette semaine. La police de Dubaï vient de former 2000 policiers aux gestes de premier secours et met des défibrillateurs dans les voitures de police. Donc, et je pense qu'en plus, c'est formidable parce que non seulement ils sont partout, ils sont présents, ils sont formés, mais en plus, ça donne une image à la police qui est extraordinaire. Donc je pense que la police fait partie des gens qui seront des bons samaritains. Et en plus, qui sont géolocalisables, qui sont ubérisables, parce qu'on sait exactement où ils sont, à quel moment, etc. Des questions dans le public? Quelqu'un souhaite intervenir? Des témoignages, des questions? N'hésitez pas. On est là aussi pour ça. Oui, monsieur, je vous amène le micro. Oui, bonjour, je suis monsieur Froget de l'UNAS. J'ai encore vu tout à l'heure, enfin ce matin, quand je suis parti de la gare TGV de Valence, le défibrillateur caché dans son petit coin, sans aucun pictogramme dans la gare. Je me suis même trouvé il y a quelques mois devant 2 personnes que j'ai interpellées qui ne savaient pas où il était précisément. J'ai aussi, dans le même temps, il y a 4-5 mois, sur le contournement est de Lyon, je me suis arrêté dans une station-service. Le défibrillateur était caché dans un coin, derrière 2 distributeurs de confiserie. Je suis allé voir la caissière principale, qui a été incapable de me dire où il se trouvait. Alors ma question est la suivante, peut-être pas dans les stations-service, mais dans les services publics que sont les gares SNCF, y aurait-il possibilité de leur imposer le fléchage et en plus la formation réelle, parce que je ne suis pas sûr du tout que les personnels qui sont de surveillance soient tous formés. Je peux répondre pour la SNCF parce que je connais bien le sujet. Nous sommes le partenaire de la SNCF et on a mis 1500 défibrillateurs dans leur cadre. Alors, ils ont plusieurs problématiques qui ne sont pas simples. La première problématique, pour répondre sur l'emplacement des défibrillateurs, ils ne peuvent pas mettre des défibrillateurs partout parce qu'en fin de compte, il y a énormément de murs classés, ils ont énormément de contraintes d'un lieu public et j'avoue que c'est quand même très compliqué pour avoir étudié ça avec eux. C'est pas simple. Ils ont fait un gros effort, même s'il n'est pas suffisant encore. Ils savent qu'ils doivent encore faire de l'effort sur la signalétique. Ça, c'est clair parce que c'est pas suffisamment bien renseigné. Alors, par exemple, dans les TGV, ils les ont très bien renseignés. Donc, ils doivent faire encore un effort là-dessus. Après, sur la formation, il faut être honnête, ils ont un de leurs salariés a monté une association interne à la SNCF. Et donc, ils ont quand même délégué 3 personnes salarié de la SNCF qui est là en charge pour faire la formation de tous les agents de la SNCF. Donc ils font quand même un gros travail qui est long parce que ils ont beaucoup de SST, hein, donc bon, ils ont aussi ça se fait pas mal. Ils ont un dernier travail, à mon sens, à faire, parce qu'ils ont équipé aujourd'hui toutes les grandes gares, tous les trains, tous les TGV. Ils ont un dernier travail à faire, c'est surtout les stations, les petites gares de province, qui sont souvent centrales dans les villages, qui sont disponibles, parce qu'ils sont quasi tout le temps ouvertes, hein, de minuit le soir à 6h du matin. Et malheureusement, je pense que là, ils mettent des défibrillateurs, ça serait extrêmement utile, parce qu'ils seraient disponibles au plus grand nombre, et pas que les gens qui vont dans les gares. Je partage entièrement votre avis. Ils ont beaucoup de travail à faire encore, puisque moi j'ai fait le recensement avec la mairie de Paris. Ils m'avaient demandé de tous les défibrillateurs dans les gares. Et la première chose que j'ai fait, je l'ai fait moi-même. J'ai été voir comment ça se passait. Et quand vous allez à l'accueil et que vous demandez où sont les défibrillateurs, on vous regarde. Tu sais où sont les défibrillateurs? Il y a des défibrillateurs. Et après, il faut un temps fou pour les trouver. Alors maintenant, sur ceux de Paris, je m'en suis occupé, on sait où ils sont, avec la photo, l'endroit où ils sont et tout le parcours. Et juste pour vous donner une petite stat quand même qui est intéressante, aujourd'hui, la SNCF, ça a été 1500 défibrillateurs qui ont été mis dans les lieux publics et dans les lieux privés, enfin les technicentres, etc. C'est 140 utilisations depuis. Et sur les 140, c'est un taux de survie qui est aux alentours de 50%. Donc c'est quand même un beau modèle, hein. Je pense que la question de monsieur met également en évidence
le manque des pouvoirs publics, enfin, l'absence des pouvoirs publics sur la question. Alors, si les pouvoirs publics ont fait quelque chose, mais qui n'est pas suivi, c'est-à-dire qu'ils ont défini la signalétique. Mais entre définir la signalétique et le faire, c'est après à ceux qui mettent les défibrillateurs et aux distributeurs ou fabricants de pousser à mettre partout cette signalétique. Alors, il y a des endroits, moi il y a des communes où je l'ai vu, c'est très bien fait, et il y en a où, comme vous le dites, il faut le chercher, et si on met 10 minutes à le chercher et à le trouver, c'est même pas la peine, quoi. Donc il y a un énorme... Alors en plus, les textes, les gens savent déjà pas ce que c'est, et c'est marqué DAE. Alors pour les gens, le public qui ne sait pas ce que c'est qu'un défibrillateur, avoir une flèche marquée DAE pour le trouver, c'est pas la meilleure information qui puisse exister. Donc il y a un énorme problème de signalétique. Oui, donc... oui, docteur. Oui, moi je voudrais juste ajouter, je pense qu'il y a aussi, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre à la SNCF, dans la mesure où, en ayant mis des défibrillateurs dans toutes les voitures bars des TGV, elle a fait connaître le défibrillateur à la population, mine de rien, parce que ça a beaucoup participé à le faire connaître. Mais moi, je trouve que le vrai manque, il n'est pas tant réglementaire que ça. Il est, je ne comprends pas, compte tenu de la mortalité de l'arrêt cardiaque, qu'il n'y ait pas eu encore en France, depuis le décret de 2007, des campagnes d'information de la population. Combien de fois on voit des gens qui ne connaissent pas le logo, qui ne savent pas ce que veut dire DAE, qui, quand on leur a montré le logo vert et blanc une fois ou deux, disent « Ah bah oui, tiens, j'en ai vu un là, tiens, ils en ont parlé dans le TGV ». Mais on a des campagnes sur la mortalité routière, on a des campagnes sur l'AVC, on a des campagnes sur des tas de problèmes de santé qui sont tout aussi sérieux, certes, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une campagne de la DGS pour informer la population sur ce qu'est le défibrillateur? Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent faire du mal à quelqu'un, ils ne savent pas que c'est un défibrillateur automatique. Enfin, il y a un vrai déficit de communication, je trouve, de la part du ministère de la Santé sur ce sujet. Effectivement, et leur absence ici aujourd'hui, parce qu'on les avait invités, est aussi assez révélatrice. Et il faut dire que s'il y avait une bonne information de la population, c'est certes, ça ferait avancer les choses, et ça permettrait à beaucoup de ne pas les garder à l'intérieur, mais de les mettre à l'extérieur, parce qu'ils ont peur qu'on les dégrade et qu'on les vole, ce qui arrive beaucoup moins qu'on le dit. Mais si la population était formée, savait ce qu'était un défibrillateur, et qu'on ne peut rien en faire à part défibriller, eh bien, ils resteraient en place et personne n'aurait idée de les voler, etc. Bon, en somme, en France, on a les idées, on a la volonté, on a les solutions techniques. Ce qui manque, c'est peut-être un peu de lobby et une volonté des pouvoirs publics pour donner l'impulsion. C'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques ou l'industrie est beaucoup plus organisée que nous. On a, je le dis très franchement, on a un déficit de notre syndicat qui est le SNITEM, qui ne fait pas son travail de lobby auprès des ministères pour représenter les gens de la défibrillation. Et s'ils étaient plus actifs, ils pourraient prendre à bras-le-corps ce dossier. La NSM aussi peut être aussi un partenaire pour pouvoir pousser un petit peu les choses. Ils sont là pour faire de la veille médicale, enfin la veille. Et au vu quand même de, je sais pas combien, peut-être 15% de défibrillateurs ne fonctionnent pas en France. Donc c'est quand même pas, c'est pas rien, c'est énorme. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est peut-être 15%, vous dites ça, on n'en sait rien. Et la deuxième chose, c'est quand on est devant un, est-ce qu'il marche ou il ne marche pas? Est-ce qu'il marche de façon optimale? C'est surtout ça aussi qu'il faut se dire. Up to date. Très bien. D'autres questions dans le public? D'autres témoignages? Quelqu'un veut intervenir? Oui, monsieur. Premier rang, c'est la Belgique. Exactement. Et Bruxelles. Et voilà, Pierre, très bien, on avance. Donc, Bruxelles, 250 défibrillateurs sont, entre guillemets, localisés, mais on est en train de les faire valider par la Croix-Rouge. Donc les sections de la Croix-Rouge vont voir est-ce qu'ils sont encore validés, est-ce qu'ils seront en ordre. Et alors ils sont déjà dans tous les plans de la géolocalisation avec une couleur grise. Et quand ils seront validés, ils vont passer au vert. La section locale qui aura le plus de défibrillateurs reconnus a 10 places pour aller à Walibi.
Donc, enfin, ou bien au parc Astérix. Non, non, mais c'est une bêtise. Mais enfin, on avance. Hein. Alors, ils doivent être par définition localisés et on s'est fixé une distance. La distance entre l'endroit de l'arrêt cardiaque et la localisation du défibrillateur, comme vous voyez, je ne suis pas un très grand sportif, on a mis une centaine de mètres parce que le temps a été calculé pour l'aller, le décrochage et le retour. Les chiffres ne viennent pas de ma condition physique, les chiffres viennent des Suédois où ils ont validé 100 mètres. Ça, c'est une chose. Il existe dans un autre listing du ministère 750 autres défibrillateurs à Bruxelles. Où sont-ils ? Je n'en sais rien. Mais on s'est mis d'accord avec la Croix-Rouge et ils vont faire une journée d'information avec la Ligue de cardiologie, en principe au printemps, où ça devrait faire une communication auprès de radios commerciales. Et donc, on travaille ensemble, on va avancer. Donc, on en a grosso modo un petit 1000 sur Bruxelles. C'est vrai, je comprends bien que certaines firmes ne veulent pas dire où ils sont, à la limite. Si on a un bon quadrillage et une bonne utilisation, on va gagner. Je reviens en France, à Paris. Il y a le mois d'octobre, Resuscitation, localisation des AED en ville. C'est un modèle parisien où ils prennent 3 types de localisation. 1, les endroits où il y a eu des arrêts cardiaques dans les 5 ans. C'est un item bien connu. 2, des endroits plus exposés, donc soit les stations de métro, soit les locations de vélos. Donc les endroits où il y a des vélos, chez nous c'est le Vilo à Bruxelles, je ne sais pas comment c'est ici, et les pharmacies. Et alors leur temps de délai optimal pour avoir les défibrillateurs, c'est les pharmacies. Les pharmacies, elles ont une couleur verte. Le défibrillateur est vert, sauf à Vienne où ils sont jaunes. Là, j'ai vraiment rien compris. Mais enfin, bon, donc, on peut les localiser. Ils peuvent être surveillés par caméra. Et les pharmaciens, qui sont des gens très raisonnables, peuvent, une fois tous les 6 mois, dire « Oh, il ne sera bientôt plus en ordre ». Et donc, je crois que c'est très faisable. Alors, les pharmacies, je note ça en arrière pour Bruxelles. Peut-être qu'on y arrivera. Et alors... Et alors, un autre modèle, ce sont les incidents. Et on a un service informatique qui reprend tous les incidents, la densité d'incidents en fonction de la localisation en ville. C'est des courbes impressionnantes. Ce sont des ingénieurs qui font ça, des informaticiens. Philadelphie le fait. Et on a à Bruxelles des gens qui sont en train de le modéliser. Donc, Réac voilà. fait ça très bien. Réac fait ça. J'ai pu voir leur densité d'arrêt. Oui. Donc, on avance. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on ne s'imagine pas le nombre de défibrillateurs qui ne sont pas répertoriés par Éric Marion, qui est notre Dirmet 112. Hein. C'est un homme important. Hein, qu'il faut, quand ça foire, on va souvent vers lui. Et donc moi, j'ai une Citroën. Dans tous les garages Citroën, il y en a un. Je vais au Carrefour, il y en a un. Partout où je me promène dans des lieux publics, mais qui sont des espaces privés. Hein, Carrefour, c'est privé, mais c'est un lieu public. Eh bien, il y a une quantité phénoménale de DAE qu'on ne connaît pas dans notre propre ville. Et je suis sûr que pour Bruxelles, on en dénombrerait facilement 5-6 000 quand on se prend la peine de les évaluer. Peut-être qu'une idée, c'est de téléphoner, d'inviter les grandes sociétés, Total, Carrefour, Deleuze, tous ceux où on en a vu un, de leur écrire une lettre pour qu'ils l'envoient à l'autorité publique, les lieux où il y a tous des défibrillateurs dans leur structure. Ce serait une manière extrêmement rapide de récolter de l'information de DEA cachée. C'est amusant parce que j'avais rencontré la santé publique à Bruxelles il y a quelques années et si je ne me trompe pas, il y a un décret royal qui oblige les possesseurs de défibrillateurs en Belgique de le déclarer à la santé publique. Et j'étais allé à la santé publique à une réunion et ils nous avaient dit « mais bon monsieur », et ils avaient des feuilles volantes sur lesquelles étaient inscrits les défibrillateurs. Ça date d'il y a à peu près 3-4 ans, ce que je vous décris, et ils étaient justement en train de réfléchir à un plan pour informatiser cela. Mais je pense qu'on voit bien qu'il y a une législation en place. C'est le cas dans d'autres territoires. Si vous prenez l'État de New York, dans l'État de New York, tout possesseur de défibrillateurs doit déclarer des défibrillateurs. Il n'y a pas une base de données des défibrillateurs de l'État de New York. Et puis je voudrais rebondir sur ce qu'a dit votre compatriote avec sa petite touche d'humour sur Wallaby. Les Américains, qui sont des gens assez pragmatiques, avaient fait il y a quelques années un concours pour faire déclarer les défibrillateurs, où les gens pouvaient s'unir par équipe. On est encore dans du collaboratif pur et dur, et donc les gens créaient des équipes, et l'équipe qui a déclaré le plus de défibrillateurs vérifiés a gagné un chèque
Je ne me rappelle plus du montant, ça avait été annoncé à un congrès de l'ICCU en 2012, et ils avaient fait de manière assez américaine, mais efficace. Ils avaient mobilisé la population autour d'un jeu avec des choses à gagner pour cartographier les défibrillateurs. Oui. Encore la Belgique. Oui, mais avec un accent français. Je voulais juste dire que suite au 22 mars, on a lancé un hackathon à Bruxelles et que est sortie de cet hackathon notamment une application qui va bientôt être mise en œuvre et qui est une application de jeu pour recensement des défibrillateurs et qui va permettre effectivement une gamification. Voilà. Donc voir comment les citoyens vont l'utiliser, mais c'est une idée. Ce monsieur, j'arrive. Merci monsieur. Bon débat très intéressant. Une observation et un paradoxe sur les problématiques de lobby. C'est quand même assez stupéfiant de voir les industriels, les syndicats professionnels, les syndicats tout court entretenir des centaines de lobbyistes autour des parlements, que ce soit à Bruxelles, à Paris ou à Berlin, et en même temps sur un sujet comme le nôtre où tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Alors des fois, quand il y a des lobbies, ils ne sont pas d'accord sur des sujets extrêmement importants. Mais là, tout le monde est d'accord. Donc, finalement, pour être visible, lisible, audible auprès des pouvoirs publics, je crois qu'il est grand temps que, sur l'initiative des sociétés savantes, des médecins comme vous, il y ait une opération avec les industriels et avec les sociétés de maintenance pour faire effectivement une opération de lobby. Sinon, on assiste à ce qui est d'ailleurs l'illustration de ce débat, une multitude d'initiatives extrêmement talentueuses, volontaires, des gens qui font des choses formidables, mais qui finalement n'aboutissent pas aux résultats escomptés. J'ajoute, pour terminer, mesdames et messieurs, c'est que nous avons une obligation, les industriels ont une obligation de traçabilité des produits. Donc, si on pouvait tracer jusqu'au client, enfin jusqu'à l'utilisateur, ça serait extrêmement simple. Avec, bien sûr, demain, on serait considérablement aidé par des outils connectés. Ce n'est pas le cas, M. Lévesque le disait de façon fort opportune au cours de ce débat. Voilà, donc il faut qu'on y aille. Merci, monsieur. Je crois que nous avons une belle conclusion, j'allais dire, mais non, on a une autre question. Non? Une autre question dans la salle? Pas de regret? Messieurs, ça sera le mot de la fin. On peut les applaudir et remercier nos invités. Merci à vous également. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. If loving you is wrong, I don't want to be right. If being right means being without you, I'd rather live alone to a lie. Your mama and daddy say it's a shame, it's a downright disgrace. But long as I got you by my side, I don't care what you people say. My friends tell me it's no future in loving a married man. If I can't see you when I want, I'll have to see you when